Au réchauffement climatique et aux enjeux environnementaux au Burundi. Nous avons aussi étonnamment parlé de fraises, de fromage en région tropicale, de café et de thé pour ceux qui étaient présents. L'après-midi va être consacré aux opportunités économiques factuelles que l'on peut trouver au Burundi pour les acteurs économiques, entre autres européens. Je vais donc laisser la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg pour l'introduction. Monsieur le chef de la délégation burundaise et directeur général de l'agence de développement du Burundi, mesdames, messieurs les membres de la délégation burundaise ici présents qui auraient répondu au rendez-vous, madame la directrice générale de la société Red Nation House qui a préparé un collaboration avec l'ambassade des assises d'aujourd'hui, Monsieur le directeur exécutif de Presse Collège de Brussels Europe qui abrite les travaux d'aujourd'hui, Mesdames, Messieurs le président de la diaspora burundaise, Mesdames et Messieurs les experts dans différents domaines, Messieurs le modérateur, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. En cette journée du vendredi 19 avril 2024, j'ai l'honneur de procéder à l'ouverture solennelle de cet événement spécial dénommé Conférence sur les opportunités d'investissement au Burundi. Mesdames et messieurs, à l'heure où nous sommes, avec le lancement du gouvernement burundais, Vision Burundi, pays émergent en 2040 et Burundi, pays développé en 2060, tout Burundais, partout où il est interpellé à fournir des efforts pour qu'à fait de compte des objectifs de vision soient atteints dans les délais proposés par le gouvernement burundais. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite les bienvenus aujourd'hui et je vous félicite pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons ici différents experts qui vont nous faire des présentations spéciales. Il y a en premier lieu les partenaires du Burundi. Il y a aussi les sociétés d'origine burundaise qui vont présenter. Il y a également ici les investisseurs de Belge qui œuvrent au Burundi. Ce n'est pas tous. On a choisi quelques-uns de seulement à cause du temps qui vont nous présenter. Il y a aussi un membre de la diaspora qui va présenter, qui appuie énormément le domaine de la santé au Burundi et beaucoup d'autres. Je vous souhaite les bienvenus. Je vous demande d'être attentifs pour qu'en fait de compte, après toutes les préparations, étape par étape, vous puissiez poser vos questions et avoir des réponses qui vous conviennent. Et nous attendons impatiemment
vos contributions sans égal que vous allez donner pour qu'en fin de compte, chers Belgiens et Européens, vous puissiez, vous qui ne connaissez pas le Burundi, puissiez venir chez nous, découvrir notre pays dans tous les domaines. Cette conférence a été précédée par une table ronde qui était riche et importante, qui nous a ouvert les yeux et qui nous a montré ce que le gouvernement burundais et le peuple burundais doivent faire en vue de pouvoir bénéficier des financements liés au changement climatique. Je remercie particulièrement Rise House, je remercie Itracom, je remercie la Banque commerciale du Burundi, Bankobu. Je remercie la société belge comme Neotech qui veut nous témoigner. Je remercie ABC Contractive et beaucoup d'autres que je ne cite pas ici pour leur volonté de pouvoir se joindre à nous afin de pouvoir montrer que le Burundi est un pays de paix et de sécurité. Un pays où tout investir de paix allait travailler et collaborer avec le pays de Burundi et la sous-région et pouvoir aboutir à ces objectifs. Pour clore, je vous demanderai d'être attentifs, chacun ce qui nous concerne, et de contribuer au cas échéant pour que notre conférence se termine avec un résultat très positif. Et ne soyez pas rapides pour rentrer. On vous a réservé de déguster le café du Burundi. Pourquoi pas noter également? Il y a un cocktail aussi réservé à vous pour continuer le networking, afin que la rencontre d'aujourd'hui puisse avoir un impact très positif dans nos collaborations et donner les fruits de collaboration entre les entreprises belges, européennes et les entreprises burundaises dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie. Merci, Excellence. Je vous demande maintenant d'accueillir le docteur Florence Lisaboué, présidente directeur générale et fondatrice de Rise and Shine House. Bon après-midi à toutes et à tous. Mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour la confiance placée en nous pour l'organisation de cette conférence. Au nom de Rise and Shine House et du consortium MOUFIC, je suis également ravie de vous accueillir à cette conférence sur les opportunités d'investissement au Burundi. Comme l'a si bien dit Mahatma Gandhi, il faut être le changement que l'on souhaite voir dans son monde. Et je crois fermement en cette citation. Pourquoi sommes-nous ici? Comment en sommes-nous arrivés là en tant qu'organisation? Nous sommes ici parce que nous aspirons au changement positif et à l'excellence. Animés par une passion inébranlable pour faire progresser notre pays d'origine, le Burundi, et inspirés par la vision tracée dans les aspirations de la vision de notre pays, Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060, nous croyons fermement que la recherche, l'innovation, l'échange d'expériences, la pensée globale et l'action globale, ainsi que la créativité, sont des éléments essentiels pour accomplir les objectifs de cette vision portée par le gouvernement burundais que représente son Excellence Terence Nahiraja ici à Bruxelles. En conséquence, nous sommes convaincus que la collaboration et le partenariat sont de nouveaux paradigmes du changement positif. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un impact durable. Et le monde aujourd'hui est devenu un village globalisé où les problèmes locaux nécessitent des solutions mondiales.
C'est pourquoi nous sommes réunis ici à Bruxelles, la capitale européenne, symbolisant la nécessité pour les pays de collaborer en ce siècle pour avancer ensemble. Nous sommes impatients d'explorer des collaborations et des partenariats potentiels avec des personnes exceptionnelles comme vous, qui partagent notre vision commune de promouvoir le changement positif et l'excellence, en construisant un monde meilleur où personne n'est laissé de côté. Le changement commence par moi, le changement commence par vous, et il ne peut plus attendre. Si vous êtes devant moi, tirez-moi vers vous. Si vous êtes derrière moi, ne me retenez pas, poussez-moi en avant, agissons ensemble. Let us rise and shine together. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent moment. Et j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous serez prêts à faire des bagages destination Burundi. Merci beaucoup. Un grand merci. Je vous demande maintenant d'accueillir le docteur Nizigi Yemana, directeur général de l'Agence de développement du Burundi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi auprès du Parlement de Belgique, chers représentants des partenaires au développement, chers investisseurs traditionnels au Burundi et ceux qui sont potentiels, chers membres de la diaspora burundaise, bonsoir. En cet après-midi, le 19 avril 2024, c'est un honneur pour moi de me tenir devant ce parterre de votre personnalité pour procéder effectivement à la présentation du paysage économique du Burundi, et le climat des affaires ainsi que les incitations à l'investissement qui sont offertes aux investisseurs au Burundi. Comme vous le voyez effectivement, on m'a déjà présenté, et je suis le directeur général de l'Agence de développement du Burundi. C'est une institution, je vais y revenir, mais c'est une institution publique en charge de la promotion des investissements au Burundi, qui est sous la tutelle de la présidence de la République. Voilà, donc au niveau de cette présentation, j'ai articulé ma présentation autour de 4 points. Premièrement, on va commencer par une brève présentation du Burundi que vous connaissez déjà, avant effectivement de passer à la présentation du paysage économique. En troisième position, on va revenir sur les opportunités d'investissement qui regorgent notre pays, et en insistant sur les atouts, les potentialités qui existent. Et enfin, on va vous présenter le dispositif qui est mis en place, le dispositif d'incitation à l'investissement au Burundi. Avant d'entamer mes propos, effectivement, je voudrais voilà, directement remercier mes excellences, monsieur l'ambassadeur, et madame la présidente fondatrice de Rise and Shine House pour nous avoir permis d'avoir cette assemblée afin qu'on puisse effectivement présenter les opportunités d'investissement existantes au Burundi. Voilà, en guise de présentation rapide de notre pays, et vous le savez déjà, le Burundi, c'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 27 834 km², et avec sa capitale économique et politique en province de Gitega, la province politique étant Bujumbura. Vous noterez également que sa population est autour actuellement de près de 13 millions d'habitants, mais qu'elle est majoritairement d'abord constituée de femmes, dans l'ordre de 51%, mais aussi des jeunes. Donc vous voyez que près de 65-66% à moins de 25 ans. Et c'est un pays ayant comme pays limitrophe
la RDC à l'ouest, et la Tanzanie, la République unie de la Tanzanie au sud et au sud-est, et le Rwanda au nord. Nous avons un climat tropical avec 4 langues qui sont parlées. Et effectivement, bien sûr, notre président est le général-major Évariste Ndayishimiye. Voilà. Au niveau du paysage économique, il faut noter que le Burundi, c'est un pays avec un produit intérieur brut qui est de l'ordre de 3,5 milliards de dollars américains, avec un PIB par habitant aussi autour de 70 $, et un taux de croissance économique qui est de l'ordre de 4% depuis 2022. Mais également, il faut noter que la contribution du secteur primaire au PIB reste de l'ordre de 26,5% depuis 2022. Et il est en fait le deuxième contributeur à la création de richesses nationales. Mais aussi, il faut dire que le gros de nos exportations sont effectivement localisées au niveau de ce secteur, dans l'ordre de 90%. Et puis la contribution du secteur secondaire demeure faible. Et on voit également que la production industrielle va en diminuant et que effectivement c'est suite, si vous voulez bien, au manque de devises pour l'importation des matières premières. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le problème majeur ici, c'est que le gros de nos industries sont en majorité demandées de devises plutôt que d'être créatrices de devises par l'exportation des biens qui sont produits. Enfin, la contribution du secteur tertiaire se situe à 43% et il est bien sûr le plus grand contributeur au PIB. Mais là également, il faut noter que le gros de ce secteur est porté par les services de l'administration publique dans l'ordre de 40%. Donc vous voyez effectivement qu'il y a besoin de transformation structurelle de l'économie afin de répondre aux aspirations du peuple burundais. Et puis, il faut dire que depuis juillet 2023, le Burundi a marqué un pas décisif dans la conduite des affaires de la nation par l'élaboration, la mise en place de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Et là, la bonne nouvelle, c'est que selon le classement de l'OBEMA, Observatoire de l'émergence économique en Afrique, c'est que le Burundi est classé, si vous voulez, comme un pays potentiel, donc ayant du potentiel, potentiellement émergent. Et donc, ça veut dire que le Burundi possède des ressources et des capacités importantes, mais qui ne réussit pas jusqu'à présent à les mobiliser, bien sûr, en vue de l'émergence. Et notre ambition est donc de transformer son potentiel en réalité et faire du pays un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. En termes de l'énoncé de la vision, il est dit qu'à l'horizon 2040, le Burundi sera un pays paisible, où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par les secteurs agroalimentaires et industriels à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte du genre et de l'équité. Donc, vous comprenez qu'après, au regard bien sûr de ce qui nous a occupé cet avant-midi, la vision a été taillée sur mesure pour que effectivement les enjeux du monde actuel puissent être pris en considération, notamment la préservation de l'environnement, ainsi de suite. Voilà. Alors, ici, la présentation des opportunités d'investissement que regorge le Burundi va effectivement être mise en évidence à partir de ce que fait ressortir des secteurs prioritaires ou, si vous voulez, mis en avant au niveau de la vision. Et on va commencer par rappeler qu'en 2040, le Burundi sera caractérisé par un secteur agro-industriel compétitif. Et il faut dire que le Burundi, effectivement, au vu de la petitesse de son territoire, ne peut pas quand même prétendre d'influencer les prix mondiaux ou tout simplement de conquérir de vastes marchés internationaux. Mais toutefois, il faut noter que le microclimat du Burundi
va procurer quand même on va dire, à notre production agricole, une très haute qualité en termes de goût, en termes de saveur, de nutriments, qui sont pareil, très, très rares dans le monde. C'est le cas notamment de notre café, Laurier Goûter, vous l'avez déjà senti. C'est le cas de notre thé, nos fruits, nos légumes, notre sucre et nos poissons, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des opportunités dans lesquelles il faudrait investir. Mais là, vous pouvez par exemple venir investir dans le secteur de la transformation et de l'exportation des produits agroalimentaires, en misant effectivement sur la qualité de ces produits-là, comme je viens de le signaler. Et donc, on peut aussi investir dans les chaînes de froid pour faciliter la conservation, le transport et l'approvisionnement de tout ce qui a trait à l'horticulture, parce que effectivement, les avantages compétitifs sont voilà, bien évidents. Alors, on ne manquerait pas de rappeler aussi qu'en 2040, le secteur minier burundais sera exploité au bénéfice de la société. On l'a dit dans l'énoncé de la vision. Et ici, nous avons pris le soin de vous montrer effectivement quelques éléments à l'image des richesses naturelles que regorge le Burundi. Il y a toute une large variété de mines et carrières en quantité abondante. Et bien sûr, de nombreuses études l'ont déjà souligné. Vous voyez qu'il y a de l'or, il y a le coltan, il y a les terres rares, et il y a le silicate d'Onique, il y a le kaolin, il y a la métisse, il y a la granite, calcaire, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'exploitation de ce secteur passera par un partenariat public fort, très fort et gagnant-gagnant. Et à travers en fait la signature des contrats équilibrés, c'est-à-dire les contrats qui garantissent un partage équitable des revenus et, si vous voulez bien, un partage qui soit fondé sur une rentabilité acceptable et bien évidemment une transparence dans les coûts, afin qu'il puisse y avoir des retombées visibles, significatives, bien sûr, sur le plan économique et social de la population. Et dans ce même secteur, il faut noter qu'il y a effectivement des ministères, on a traité en détail. Il est largement admis que le Burundi détient en fait le second stock de coltan au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. Et il est donc deuxième plus grande réserve mondiale du nickel. Et il y a les 3 gisements de nickel dont les réserves sont estimées à environ 260 millions de tonnes, soit 6% à des réserves mondiales de nickel. Et voilà, donc là, je suis revenu sur les différentes catégories de mines qui sont là et des carrières. Mais l'information que je vais faire passer ici, c'est qu'actuellement, l'exploitation de ces substances minérales est dominée par une exploitation de type artisanal. Et donc, il en découle des faibles productions. En termes de réforme, récemment, effectivement, pour bien gérer de façon rationnelle ce secteur, un cadre institutionnel, légal et réglementaire a été mis en place dans le cadre, bien sûr, du nouveau code des mines. Et bon, je l'ai déjà dit que l'exploitation de ce secteur va passer par un partenariat donc public et privé, gagnant-gagnant, donc sans, je l'ai déjà dit. Et voilà. Et puis en 2040 aussi, l'économie du Burundi sera caractérisée par un secteur de services diversifiés, performants et modernes. Quand on parle de secteur de services ici, on fait allusion au digital, à la finance, au tourisme, au transport, ainsi de suite. Et sur le digital, nous mettrons en avant le besoin ici qu'on peut signaler, c'est qu'il y a besoin d'un écosystème de start-up et dans le domaine du digital répondant aux besoins du gouvernement. Étant donné que c'est un secteur vraiment mis en avant par l'État, il y a actuellement la digitalisation des services de l'administration publique, ou si vous voulez bien aussi du secteur financier. Au niveau de la finance, on a besoin des banques qui soient internationales et voilà, qui avec plusieurs de ceux qui soient associés. Mais ici, on mentionne quand même qu'il y a émergence du marché des capitaux au Burundi actuellement et que donc c'est aussi une opportunité dans laquelle les investisseurs potentiels peuvent se lancer.
Maintenant, en revenant essentiellement sur le tourisme, vous l'avez toujours entendu que le Burundi, c'est un pays de 1001 collines verdoyantes, avec des écosystèmes et des paysages diversifiés, et donc avec une splendeur à couper le souffle. Le Burundi compte jusqu'à ce jour 200 000 sites en termes d'attraction touristique, mais là, il y a une centaine déjà de sites qui sont déjà reconnus comme tels. Et la plus grande attraction, bien sûr, touristique est incontestablement le lac Tanganyika. Et au niveau du lac, il faut dire que le lac Tanganyika, c'est la plus grande attraction touristique, bien sûr, qui s'étend sur un linéaire de 130 km. Et il est la plus grande réserve d'eau douce au monde. Et il est le deuxième lac le plus profond, bien sûr après le lac Baïkal de la Russie. Il est le plus étendu d'Afrique après le lac Victoria. Et avec bien sûr une centaine d'espèces de poissons endémiques. On citerait notamment le Mukeke, le Ndagala, le Nonzi, le Capitaine, le Sangala, le Kue, ainsi de suite. Il y en a vraiment beaucoup. Et on peut tout simplement conclure que ces côtes ne demandent qu'à être aménagées pour rivaliser avec les plus belles plages du monde. Donc il y a là une opportunité à saisir par les investisseurs. Et sur ce lac, des bateaux de croisière avec des restaurants à bord, des sports nautiques, la nage sont autant de potentialités qui restent bien sûr jusqu'à ce jour inexploitées. Donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir venir exploiter ces opportunités-là. Toujours dans le domaine, dans ce secteur du tourisme, le Burundi compte beaucoup de forêts et parcs. Il y a la forêt de la Kibira qui est qualifiée de véritable sanctuaire des singes, des chimpanzés, des types d'arbres endémiques. Il y a le parc de la Ruvuru qui compte actuellement plus de 1500 buffles et autres animaux sauvages. Il y a le parc de la Rusizi qui est connu pour ses nombreux crocodiles, ses hippopotames et les oiseaux migrateurs saisonniers. Il y a les chutes de Karira qui sont tout simplement une véritable merveille du monde. Le Burundi est aussi son pays où il pleut toute l'année. Ça aussi, il faut le signaler, avec des températures qui oscillent autour de 20 degrés Celsius, et donc avec des fruits et légumes bio, au goût exceptionnel, et donc une nourriture, voilà, donc délicieusement incomparable. Le Burundi, c'est aussi le pays des danses culturelles, et riche et très diversifié. En témoigne que notre tambour est déjà inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le Burundi, on ne peut pas l'oublier aussi, que c'est la source la plus méridionale du Nil, parmi tant d'autres merveilles. Au niveau du transport, il y a manque de bateaux de pêche industrielle, de bateaux touristiques et de conteneurs et de pétroliers. Donc tout ça sont des secteurs dans lesquels vous devez bien venir investir. Donc si on parle d'opportunités en termes d'investissement, effectivement, il y a de se poser la question sur ce qu'a né de la production de l'énergie électrique. Ici, bon, il faut dire quand même qu'il y a encore un déficit, mais en termes de perspective, nous pensons qu'à l'horizon 2040, pour que notre vision puisse être atteinte, nous tablons sur une capacité, bien sûr, en coût d'installation de 1000 kWh, mais là, on est encore au niveau de 107 mégawatts, voilà, pardon. Et le pays donc dispose de 6 centrales électriques en cours de construction, ce qui va nous permettre effectivement, ce qui nous permet de vous dire que dans quelques années, j'ai mis ça en vert, d'ici 2040 déjà, nous pensons que les 1000 mégawatts vont être atteints. Maintenant, au niveau du dispositif d'incitation à l'investissement, il faut dire que le Burundi, quand même, étant soucieux de mettre en place des institutions responsables, capables, donc, non seulement d'initier, de concevoir et d'implémenter toutes les réformes liées à la teinte de la vision. Il y a une série de réformes, que ce soit institutionnelles ou légales réglementaires, qui est déjà initiée. Et on citerait notamment, en fait, c'est la mise en place de l'agence que je pilote actuellement, l'agence de développement du Burundi, en remplacement de l'ancienne agence qui était appelée Agence de promotion des investissements, en fait, pour donner des capacités à la hauteur de ces missions. Voilà. Et puis, donc, je l'ai déjà dit que l'ADB, c'est une institution, bien sûr, publique qui est désignée
pour servir de portail d'entrée et l'unique interlocuteur de tous les investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, à la recherche d'opportunités et d'affaires au Burundi. Alors, sa mission générale, c'est de promouvoir et de faciliter les investissements locaux et étrangers, ainsi que les exportations, et bien sûr en passant par l'amélioration du climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs étrangers au Burundi. Donc il y a des missions spécifiques qui sont bien sûr déclinées de cette mission générale. Bon, vous voyez ça là-bas, je pense que ce n'est pas besoin vraiment de m'y présenter parce que tout remonte sur la mission générale. Et puis, en termes d'incitations qui sont offertes par le Code des investissements, et ça, il faut quand même le signaler, il y a une série d'exonérations ou d'avantages, si vous voulez bien, qui sont offerts aux investisseurs qui choisissent de venir investir au Burundi. Premièrement, il y a exonération des droits de mutation immobilière en cas d'acquisition en fait d'intérêt ou d'un immeuble. Vous venez investir au Burundi et puis voilà donc vous achetez vous-même votre terrain ou voilà donc là vous n'aurez pas à payer les frais de mutation relatifs. Maintenant, il y a des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée ou tout simplement des droits de douane à l'importation des matériaux de construction, des équipements et des intrants qui sont bien sûr liés au projet d'investissement. Il y a des taux d'impôt, le taux d'impôt sur le bénéfice des sociétés qui est réduit pour les premières années. Il est, bon, de façon normale, c'est de 30%, mais la première année, il est réduit jusqu'à 5%, à 10% la seconde, la deuxième année, ainsi de suite, jusqu'à 25% la cinquième année, et donc pour pouvoir commencer à payer ce qui est normal après cette période-là. Maintenant, il y a aussi l'exonération de la TVA sur les matières premières et des équipements achetés localement. Il n'y a pas en fait de droit de douane sur les importations des véhicules spécialisés, qui sont, bon, ou alors les véhicules qu'on appelle les véhicules utilitaires, donc qui sont liés à l'exécution du projet. Et enfin, très intéressant, si vous gagnez votre argent en termes de bénéfices, vous avez toute la possibilité de transférer votre argent chez vous ou dans le pays que vous voulez et en devise que vous voulez, pour autant bien sûr que ça soit disponible. Voilà, globalement c'est un peu ça, mais il faut quand même dire qu'il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là. L'une de ces conditions, c'est que votre projet doit figurer sur la liste des secteurs qui sont prioritaires. Et la qualité de priorité doit être précisée par décret. Mais déjà, vous pouvez noter qu'il y a 10 secteurs qui sont régis par le Code des investissements du Burundi. Ce sont ces secteurs qui sont là devant vous, notamment tout ce qui a trait à l'agriculture, aux activités manufacturières, à l'extraction des substances minérales, ce que je vous disais, au tourisme, aux industries culturelles, les infrastructures sportives, les réalisations des complexes commerciaux, les parcs industriels, ainsi de suite, les services exercés par des sous-secteurs comme la santé, technologie de l'information, transport, éducation, ainsi de suite, les montages et maintenance des équipements industriels, et enfin, bien sûr, la production des emballages. Toujours, voilà, donc, ça sont les secteurs régis par le Code d'investissement. Maintenant, donc, en termes de conditions toujours, bon, premièrement, il fallait bien sûr que le projet soit au niveau des secteurs-là, mais deuxièmement, il faut que le projet soit nouveau. Si c'est un nouveau projet d'investissement, ou bien un projet d'extension, de réhabilitation ou de modernisation, bien sûr, d'un projet qui était existant, ou bien, et là, troisième condition qui est requise, c'est que le niveau d'investissement doit atteindre au moins 500 000 $, et équivalent dollar si vous êtes étranger, ou l'équivalent si vous êtes national, et pour les projets qui sont implémentés dans la ville. Mais si vous exécutez le projet à l'intérieur du pays, là, ce qui est demandé, c'est la moitié de ce montant-là, donc 250 000 $. Et il faut enfin se conformer aux textes législatifs et réglementaires qui sont en vigueur au Burundi, notamment les textes ayant trait à la protection de l'environnement, donc on ne peut pas oublier ça, ou bien tout simplement à tout ce qui a trait à l'équité sociale, et ainsi de suite. Voilà, globalement, c'est ça, mais
Enfin, donc il faut dire que notre raison d'être, ce n'est pas seulement ces avantages qui sont énumérés au niveau du code d'investissement, mais aussi il y a d'autres facilités qui sont offertes aux investisseurs depuis leur arrivée, la création de l'entreprise et puis pendant même la période d'exécution de le projet. Et donc il y a l'assistance pour l'obtention des licences, ou en tout cas diverses autorisations requises. Il y a une assistance pour l'obtention des visas, des permis de travail. Et ici, je souligne qu'effectivement, ce que j'ai oublié de dire au niveau du code, c'est que même les frais d'acquisition, par exemple, de permis de travail, ainsi de suite, pour les travailleurs permanents ou pour l'investisseur lui-même, ça, vous n'aurez pas à payer ça si vous venez investir au Burundi. Donc, il y a aussi l'assistance pour l'immatriculation des sociétés, donc tout ça. Et puis, pour ce qui a trait aux questions juridiques, l'agence est là pour aussi vous appuyer, vous assister, pour vous fournir aussi des informations donc portant sur les fournisseurs ou les clients locaux qui sont potentiels. Et finalement, et puis aussi pour les services publics qui sont faits par d'autres institutions publiques. L'agence est là pour aussi vous assister et puis vous appuyer si vous rencontrez tout éventuel problème. Et nous vous accueillons déjà à l'aéroport à votre arrivée. Il suffit seulement d'entrer en contact avec nous et que nous sachions votre date d'arrivée. Nous vous accompagnons aussi donc dans la prise de contact au niveau des différentes institutions, si vous voulez, ou ministères sectoriels, donc visés par votre investissement. Voilà globalement ce que j'ai à vous présenter par rapport voilà, donc, aux opportunités d'investissement au Burundi. Et donc, je me manquerai de terminer par vous demander de venir tous investir au Burundi et bénéficier de tous ces avantages-là. Pour celui qui voudrait nous contacter, il y a toutes les données en rapport avec ça. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à l'ADB pour cette présentation séduisante des opportunités d'investissement. Nous allons maintenant rentrer dans le détail des secteurs stratégiques pour l'investissement, en commençant par le directeur général de Global Port Services, s'il veut bien rejoindre la scène. Et Global Port Services Burundi, c'est quoi? C'est Global Port Services Burundi, c'est le concessionnaire du port de Bujumbura. Une concession qui a commencé en décembre 2012 pour 30 ans et qui se termine donc en décembre 2042. Et le port de Bujumbura, en fait, il est situé sur le lac Tanganyika, comme vous le savez bien. Et le lac Tanganyika qui est partagé par notre pays, le Burundi, sur un littoral d'environ 120 km. Et la RDC, qui dispose d'un littoral le plus important du lac, la Tanzanie aussi, et au fond la Zambie. Et tous ces pays disposent de ports qui font des échanges avec le Burundi. Et les ports les plus importants, c'est Bulungu en Zambie, le port de Kigoma en Tanzanie. Et il y a aussi de petits ports en RDC, comme le port de Kalundu, Kasanga, et pardon, Kalemi. Et Bujumbura est le port le plus grand sur le lac Tanganyika. Nous avons une capacité théorique d'accueillir 500 000 tonnes de marchandises par an. Mais ça, nous n'avons jamais accueilli c'est l'âge le plus important a été atteint l'année passée au plus de 500 000 tonnes sur le site. J'ai dit que c'est le plus grand sur le lac Tanganyika, avec une capacité de 500 000 tonnes par an. Et l'important, c'est dans la vie économique du Burundi n'est pas à démontrer parce qu'il permet les échanges commerciaux avec ces pays voisins.
Mais aussi le plus important, c'est le port de Kigoma qui nous relie avec l'océan Indien et qui passe par le rail pour rejoindre le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Il existe aussi le corridor nord qui nous relie au port de Dar es Salaam au Kenya, en passant par l'Ouganda et le Rwanda. Le corridor sud nous relie avec l'Afrique australe, en passant par la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et bien sûr l'Afrique du Sud par le port d'Ompolongo. Nous manutentionnons une variété importante de marchandises, incluant le ciment principalement, le sucre, les engrais, le café, etc. Aussi les produits comme les produits pétroliers. Toutes sortes de marchandises en fait qui nous arrivent, nous sommes à mesure de les manutentionner. Et comme facilité, nous disposons de 220 mètres de quai. Et il existe aussi un quai pour les passagers. Nous avons aussi 330 mètres pour les bateaux. Malheureusement, ce côté-là ne fonctionne pas correctement pour cause de sédiments. Le quai principal, avec 4 rues, a une longueur de 450 mètres. Pour le cargo général. Nous avons un petit terminal à conteneurs et pour les colis lourds. Voilà la photo aérienne du port de Bujumbura. Nous avons 4 importants hangars et 4 rues de quai qui permettent de manutenir toutes sortes de marchandises. Voilà les rues du port de Bujumbura. Ce sont des vieilles machines qui continuent quand même à servir. Et nous avons aussi les petites chariots les grues de quai ont une capacité de 5 tonnes chacune. Une grande grue vieille mais qui continue à servir, qui peut servir aussi d'une capacité de 50 tonnes. Une grue mobile d'une capacité de 70 tonnes. Un chariot Terex pouvant manutentionner des conteneurs jusqu'à 45 tonnes. Tout ça, c'est la photo des opérations qui se passent au port de Bujumbura avec des chariots de 4,5 tonnes. Voilà des chariots allant de 20 à 25 tonnes. Nous avons un pont bascule qui nous aide aussi à déterminer les quantités que nous avons manutentionnées, que nous avons reçues. La capacité de notre entreposage est de 19 000 mètres carrés environ. Voilà les principaux segments du marché que nous avons pu identifier, comme je l'ai dit, avec les ports voisins et les ports du lac Tanganyika. Ompolongo au sud, Kigoma au centre, la Tanzanie, pour nous relier avec le port océanique de Dar es Salaam. En fait, si vous voulez venir investir au Burundi, le port est là pour vous accompagner. Prenez des renseignements utiles avant de passer à Mombasa ou à Dar es Salaam. Parce que le port de Dar es Salaam, le port de Mombasa peut manutentionner les colis lourds du port de Dar es Salaam. J'en ai la preuve, quand nous avons acheté la machine Terex pour pouvoir manutentionner les conteneurs, on a été obligé de passer par Mombasa, qui est le port le plus lointain par rapport à Dar es Salaam, parce que la machine pèse plus de 50 tonnes. Donc, on n'était pas à mesure de manutentionner ça à Dar es Salaam. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir M. Herman Dayezaba, président de la CHTB CFCIB.
Je suis Herman Baïsala, je représente la chambre sectorielle de du tourisme du Burundi. La chambre comprend les hôteliers, les agences de voyage et de transport, les opérateurs plutôt, sociétés de communication, de promotion du tourisme, influenceurs et comédiens. Au total, nous sommes un groupe de 900 entreprises affiliées. Alors, si je subdivise ce nombre de 900, on va voir que pour la plupart ce sont des hôteliers. Nous avons autour de 805 hôtels. Nous avons les influenceurs, comédiens 10, agences de promotion du tourisme 10, agences de voyage autour de 60, tour opérateurs autour de 40. Et j'ai tenu à dire que la plupart des hôtels se trouvent à Bujumbura, donc autour de 40%. Les deux autres villes qui regorgent beaucoup d'hôtels sont la capitale politique érythréenne et la province d'Omoninga pour plusieurs raisons. Alors, la chambre est très importante. Oui. La chambre est très importante si on regarde la dimension au niveau de l'apport à l'économie. Par exemple, les hôtels de haut standing sont au nombre de entre 80 et 100. Ils ont des employés qui sont autour de, en moyenne, 130 par hôtel, qui sont des employés payés avec des assurances. Ils ont en moyenne, ils versent en moyenne des devises dans le trésor qui équivaut à 1,2 milliard. Ça, c'est une moyenne pour les 100 entreprises hôtelières. Et ils payent une taxe de TVA d'une moyenne de 800 millions par an. Et à la fin de l'année, comme l'impôt sur le résultat, c'est en moyenne autour de 500 millions par an. C'est juste pour vous montrer la dimension économique du secteur hôtelier et tourisme. Je suis au niveau des hôtels. Il y a au moins 300 hôtels moyens. Vous allez regarder les chiffres, c'est en dessous de ce que je viens de dire. Au moins 50 employés, 400 000 US dollars de devises, 300 millions pour la TVA. Ça, c'est par entreprise et par an. Il y a au moins 100 millions d'impôts sur le revenu. Les autres, les 410, ils ont en moyenne au moins 20 employés. On n'a pas de chiffres sur l'éducation en devises. Souvent, ce sont des hôtels éloignés de la ville qui n'ont pas souvent de devises. Mais ils versent de la TVA comme vous le voyez. Et souvent, certains hôtels sont déficitaires et à la fin de l'année, ils déclarent souvent des pertes. Et dans la législation, ils payent 1% du chiffre d'affaires comme vous le voyez. Donc, en termes absolus, le secteur que je coordonne, c'est un grand secteur. Mais en termes réels, je dois vous dire que le secteur touristique, comme il se présente, les attentes que la population a de ce secteur sont vraiment, on est en deçà de ce que l'on doit être. Ça, il faut vraiment l'avouer. Alors, si tu veux vraiment le voir, il faut regarder autour de nous, dans la sous-région. Regardez par exemple, j'ai pris l'année 2019, juste avant le Covid, le Kenya faisait 1,6 milliard par an de revenus qui viennent du tourisme. Et cela correspondait à 10% du produit intérieur brut. Et le tourisme était la première source d'emploi et la deuxième source de devises. À ce même moment, regardez par exemple, là c'est la Tanzanie, elle faisait
2,6 milliards de revenus par an. Et ça correspondait à 17% du produit intérieur brut, avec comme conséquence le troisième pourvoyeur d'emploi et deuxième source de devises. L'Ouganda, à ce moment-là, c'était 1,4 milliard de dollars. Ça représentait 11% du PIB. Et la deuxième contributeur de devises et premier employeur de devises. À ce moment-là, regardez, pour nous, au niveau du Burundi, les chiffres montrent qu'on avait généré 3,5% du produit intérieur brut. Et la remarque générale, c'est que ce secteur est très performant. Donc, je vais compléter mon collègue de l'ADB, mais moi, je représente le secteur privé. Donc, moi, je représente l'ensemble des opérateurs, dont nous avons des choses que nous apprécions et d'autres que nous demandons au gouvernement dans ce moment. Alors, en se regardant en face, nous avons dû faire un petit diagnostic. Qu'est-ce qui nous manque? Parce que pour avancer, il faut vraiment se regarder et dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quand nous sommes autour de ces 4-5 pays qui génèrent des revenus comme ça pour le tourisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on ne fait pas, que l'on devrait faire pour avancer. C'est vrai, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes dimensions, on n'a pas les mêmes ressources naturelles, mais nous pensons que nous pouvons faire mieux. Alors, en nous regardant bien, nous avons trouvé que nous avons un cadre légal et réglementaire qui est un peu lacunaire, où il y a chevauchement entre les activités touristiques qui sont partagées entre des ministères. Et principalement, pour les gens qui connaissent bien, et qui sont certains ici, il y a un conflit entre la conservation et l'exploitation. Ça veut dire que la direction du tourisme voudrait exploiter les lieux touristiques, mais le ministère de l'Environnement, à travers le côté, voudrait que les gens ne s'approchent pas du lac, que les gens ne viennent pas autour des parcs animaliers, qu'il y a risque que les espèces disparaissent, etc. Et là, pour ce conflit, il a duré plusieurs années sans qu'il soit résolu. Ça, c'est la première remarque. Deuxième, il y a une mauvaise qualité des infrastructures de base et d'équipements touristiques. On parle des routes, aéroports, l'Internet qui n'est pas... Je ne raconte rien de nouveau. Vous connaissez tous, pour ceux qui connaissent le pays. Pour trouver Internet à haut débit à l'hôtel, ce n'est pas très facile. Les routes aussi, dernièrement on était à Rutana pour voir les chutes et la route était légèrement coupée, etc. Donc ce sont des défis que nous avons. Il y a insuffisance des mesures incitatives spécifiques pour le tourisme. J'en ai discuté tout à l'heure avec le directeur général de la DB. Donc, par exemple, si nous voulons développer le tourisme, si les touristes voudraient bien se rendre à Rutana pour voir les chutes ou la phase des Allemands, etc., je pense qu'il faut faire des mesures incitatives différentielles. Ce n'est pas la même chose que vous n'avez pas donné les mêmes avantages que quelqu'un qui construit une maison à Rohero ou qui fait une extension de sa maison à Kiruja. Vous ne donnez pas la même chose à quelqu'un qui veut construire un hôtel tout près des chutes à Rutana, parce que là, il y a d'autres défis, il y a la route, il y a l'Internet, il y a beaucoup de choses. Mais pour le moment, il n'y a pas une distinction pour donner ces avantages incitatifs aux investisseurs. Alors, je vais continuer. Il y a un faible soutien à la diversification des produits touristiques. Pour le moment, si vous regardez bien, notre produit touristique est seulement basé sur le tourisme de conférence, de réunion.
Mais si nous sommes plus intelligents, on pourrait l'exploiter et ajouter d'autres produits à faire. Notamment, par exemple, nous pouvons développer le tourisme animalien, nous pouvons aménager nos parcs, nous pouvons les donner aux privés pour mieux les exploiter. Et quand vous allez sur le parc de la Rougibou, vous pouvez voir des animaux, etc. Parce qu'on a manqué, on ne peut pas se lever un lundi à dire qu'on va rencontrer. On ne fait pas de photos d'ensemble de la salle, comme ça tout le monde. Il y a moins de faire. Il y a insuffisance de la qualification professionnelle dans la chaîne de valeur touristique. Nous avons besoin de ressources. Si on commençait par... Quand vous êtes photographe, vous ne devez pas avoir peur. Vous pouvez même aller derrière lui et prendre des photos de la salle. Parce que c'est ce qu'on veut dans nos rapports pour montrer comment la conférence était grandiose. Conseiller sur l'événementiel qui sont tout près de la haute structure pour amener les grandes conférences et les grandes réunions. Il y a moyen de faire diversifier ce que nous avons. Alors, il y a le secteur privé touristique qui n'est pas très impliqué. Comme vous le savez, partout dans le monde, le secteur touristique, c'est une affaire d'entreprises privées. Et le gouvernement fait réguler, superviser, même contrôler. Mais chez nous, le secteur privé n'est pas très impliqué. Mais cela ne peut pas nous décourager. Parce que nous avons beaucoup d'atouts. Je ne vais pas répéter ce que le directeur général de la TV a dit. Nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup. Je ne vais même pas les reciter parce qu'il a déjà expliqué. Plutôt, je vais vous parler de nouvelles donnes. Pourquoi nous on s'est déplacés, pourquoi nous vous avons invités, c'est parce qu'il y a du nouveau. C'est parce qu'il y a de l'espoir, c'est parce que nous pouvons faire mieux avec ce qui est en train de venir. Alors, il y a eu les états généraux du tourisme qui se sont tenus en date du 27 et 28 février à la demande et en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Participer aussi à ce grand événement, les membres concernés du gouvernement, les hauts fonctionnaires d'État, les ambassadeurs, certains sur vidéoconférence, ainsi que toutes les catégories d'opérateurs du domaine touristique. Alors, dans la conférence, les opportunités, les entraves, les menaces, les points d'étranglement, les espoirs, les faux espoirs, tout a été développé sans état d'âme et c'était même l'objectif de la conférence. Alors, il y a une situation encourageante, c'est que son Excellence le Président a déjà reçu des recommandations et a demandé d'organiser une commission pour proposer une feuille de route. Et dans les débats qui avaient été menés, on avait beaucoup parlé du fait que le secteur privé soit représenté au moins à 60% dans tout ce qui concernera le développement du secteur touristique. Et son Excellence le Président de la République a même dit un mot là-dessus que le gouvernement devrait coordonner et pas s'occuper de tout ce qui concerne le tourisme. Alors, il y a déjà cette commission qui a déjà commencé, elle n'est pas nommée officiellement, mais elle a déjà commencé à faire le travail, notamment en nettoyant les textes de politique nationale, les textes de stratégie de mise en œuvre, autre chose. On m'a fait honneur d'être dans cette commission et nous avons déjà terminé la première mouture qui est déjà, je pense, avec le ministre en charge du tourisme. Et en passant, je veux vous assurer que 4 des principaux points qui bloquaient le secteur, ils sont en train de trouver solution. Et c'est ce que je vais vous dire là-bas. Il y aura création d'une autorité ou office du tourisme
avec gestion autonome. Ça veut dire que le débat qui se trouvait entre deux ministères, qui va gérer le tourisme, qui autorise quoi, qui enregistre les investisseurs, ça ce sera du passé dans quelques mois. Il y aura implication des opérateurs privés dans l'orientation des actions de l'Office. Notamment, on a bien défini qu'il y aura un conseil d'administration de l'Office du tourisme dans lequel il y aura 60% des représentants du secteur privé. Et il y aura des mesures de développement des ressources humaines. On a discuté qu'on ne peut pas attendre qu'on mette sur pied une école qui va sortir de techniciens d'ici 5 ans. On va faire deux choses parallèles. Des écoles qui vont produire des lauréats à long terme et une formation sur le tas qui va former les gens qui travaillent déjà dans le secteur. Et d'ailleurs, nous avons déjà enregistré des initiatives, notamment avec Enabel qui donne des formations professionnelles. Nous avons des initiatives avec Swiss Contact, des formations suisses, d'autres initiatives. On a parlé du programme mondial la semaine passée, qui est prêt à appuyer dans ce domaine. Alors, il y a aussi le partenariat public-privé qui sera encouragé et on pense notamment à offrir certaines concessions, certains sites aux opérateurs privés qui ont des moyens qui peuvent améliorer la valeur ajoutée de ce qu'il y a pour qu'il soit attractif. Et c'est là où je vais justement vous amener pour que les investisseurs puissent venir nombreux dans le domaine touristique. Et on a aussi pris connaissance qu'il y a un problème de gouvernance parce que dans la conférence, les gens sont pleins de l'accueil à l'aéroport, de problèmes de corruption de certains policiers, etc. Et ça a été quelque chose qui a été mis sur l'agenda pour que ce problème ne puisse plus apparaître. Alors, il y aura de la suite parce que nous avons prévu d'éduquer la population. Parce qu'une population enthousiaste qui sait que le tourisme peut leur apporter des dividendes après au niveau du développement, c'est très encourageant. Quand vous allez au Kenya, la population, vous voyez qu'ils reconnaissent le tourisme, qu'ils savent que le tourisme leur apporte quelque chose. Après, Matata, tout le monde est encouragé là où il est. Nous voulons que la population participe et qu'elle réclame aussi des bénéfices du tourisme là où elle est. Nous pensons développer le marketing social parce qu'il faut inciter, il faut enseigner. Dans d'autres pays, vous pouvez le voir, en Uganda, les slogans sont là, au Kenya, au Rwanda, etc. Nous allons reconsidérer les impôts parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes que certains impôts dans le secteur étaient inéquitables. Et nous avons demandé l'activation d'ordre de diplomatie économique et culturelle. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour avoir déjà commencé. Et il y aura autre chose. Je suis presque au bout. Pour ceux qui ne connaissent pas le Burundi, il y a beaucoup d'endroits très beaux à développer. Je voudrais vous remercier, mais je voudrais terminer par ceci. Investir dans le tourisme, c'est plus facile qu'investir dans d'autres secteurs comme l'industrie. Parce que chez nous, avec une décision, on peut développer le tourisme. Mais dans l'industrie, nous allons faire toujours pression à la Banque centrale pour les devises parce qu'il faut d'abord importer beaucoup de choses avant de produire. Mais pour le tourisme, on peut le faire. Merci beaucoup. Après le tourisme, nous allons parler d'énergie avec M. Samuel Zekri, directeur général de la société Hydronéo International. Bonjour à tous.
suis Samuel Zekri, directeur général de Hydronéo. Je voudrais ici vous présenter les projets que nous avons commencé à développer au Burundi. Et avant ça, je vais faire une brève présentation de notre société. Donc, Hydronéo, notre activité, je voudrais d'abord m'excuser parce que la présentation est en anglais, donc je vais m'efforcer d'être davantage explicite. Notre métier, en fait, c'est de construire des centrales hydroélectriques de petite et moyenne puissance et de revendre l'électricité produite injectée sur le réseau au gouvernement. On est sur une gamme de puissance qui va de 5 MW à 30 MW. On est ce qu'on appelle dans l'hydro sur de la petite et moyenne puissance. Aujourd'hui, on a différents projets sur la zone, l'Afrique de l'Est, et également on a commencé à opérer également un peu à l'ouest, donc vous le voyez ici. Et le Burundi est une destination pour nous qui est très importante, parce que on a commencé à développer un projet qui est assez avancé, que je vous présenterai un peu plus tard, et deux autres projets, et qui représentent au total une puissance cumulée de à peu près 80 MW. Donc la particularité d'Hydronéo, c'est qu'on est un développeur qui est complètement intégré, c'est-à-dire qu'on va à la fois développer les projets, les construire, les financer et les opérer. Voilà. Donc pour ce faire, l'hydro, c'est une technologie renouvelable qui génère de l'électricité verte et qui nécessite beaucoup d'expertise. Donc on a en interne un pôle d'experts qui va être capable d'adresser tous les sujets nécessaires, des sujets d'hydrologie, de topographie, des sujets de géotechnique, de génie civil, d'équipement. Donc c'est très complet. Et pour maîtriser tous les risques qui sont liés à cette complexité, on a choisi la stratégie d'internaliser tout ce savoir-faire pour être plus agile dans la gestion à la fois des risques, des coûts, du planning, et on voit que c'est assez important pour implémenter de manière efficace cette typologie de projet. Donc une expertise en interne, une intégration verticale. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une compréhension de l'environnement local dans les pays dans lesquels on opère. Et donc on a tissé, on a fait également au Burundi, un réseau de partenaires techniques, de partenaires aussi qui nous accompagnent dans l'obtention des différentes autorisations. Et donc ce réseau est fondamental pour l'ensemble de l'implémentation du projet, que ce soit dans la phase de développement, de construction et aussi d'opération. Donc c'est une aussi de nos forces. Et enfin, très important aussi sur cette typologie de projet d'infrastructure, c'est que la compliance avec les normes internationales est cruciale, et donc important que dans chaque phase du projet, on arrive à atteindre tous ces objectifs, tous ces standards qui sont nécessaires pour faire financer notamment les projets par des bailleurs internationaux. Sur chacun de nos projets, un engagement social fort. On en parlait tout à l'heure, mais d'avoir les communautés locales impliquées dans cette typologie de projet, c'est crucial, c'est fondamental. Et donc on développe des programmes en parallèle de chacun des projets d'énergie qu'on va implémenter. On va développer des programmes sociaux et environnementaux en s'associant avec d'autres partenaires qui sont très axés sur ces problématiques.
on verra un exemple sur justement un projet au Burundi. Ce projet M-Panda qui est aux abords de la forêt d'Akibira et où il y a d'énormes enjeux environnementaux et ces enjeux qu'on adresse, notamment ici dans un projet commun avec les Nations Unies, qui est un projet qui est global pour la forêt de l'Akibira et qui va implémenter beaucoup de sous-projets, notamment la dynamisation du tissu économique local, le financement de projets alternatifs pour préserver la forêt, donc ça va être des projets d'agriculture qui permettent de justement préserver la forêt et éviter la déforestation. Ça va être le financement d'équipes qui vont faire de la surveillance pour éviter la déforestation illégale. Donc voilà, on a tout un programme qu'on va implémenter sur 15 ans. Donc vraiment, on s'inscrit dans la durée pour protéger notamment cette forêt. Après, sur les projets sociaux qu'on va implémenter systématiquement, c'est des projets qu'on va définir avec les communautés et les autorités locales. Donc à titre d'exemple, sur le projet M-Panda, que je vais présenter plus en détail après, on a comme projets sociaux la construction de 2 établissements scolaires, 2 centres de santé, des mini-réseaux pour alimenter les communautés locales qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Et voilà, ça c'est quelques exemples. Et c'est des projets qu'on va nous financer sur le projet, mais on va aussi apporter du cofinancement. Donc il y a du cofinancement qui peut venir d'institutions. Aujourd'hui on parle avec l'AFD, mais ça pourrait très bien être l'ADEL ou d'autres institutions qui vont être très focalisées sur le financement de cette typologie. Voilà le premier projet sur lequel on a commencé à travailler, c'est le projet M-Panda. Bon, cette slide elle est assez technique, qui présente les paramètres du projet. Donc c'est un projet qui fait 10 MW, donc de l'hydro avec une technologie au fil de l'eau, qui représente un montant d'investissement de 40 millions et pour lequel on rentre en phase de construction. On est en train de finaliser la structuration de la dette du projet et on est en plein dans les échanges avec la Banque africaine de développement et la Banque de développement britannique, BII, qui vont eux financer la partie dette. Et Hydroneo finance les fonds propres. Un peu d'historique sur ce projet. Donc c'est un projet assez intéressant parce qu'il a été commencé par le gouvernement et la construction a dû s'arrêter en 2015 et Hydroneo a été impliqué dans ce projet en 2019 avec un changement de stratégie pour le gouvernement qui a plutôt été de transférer le projet à un privé pour finir la construction et l'opérer. Alors, projet assez intéressant, vous voyez, il y a déjà des infrastructures qui ont été construites. C'est un projet qui initialement était prévu pour avoir un barrage de 40 mètres et donc inonder une surface de 120 hectares. La retenue d'eau, donc le barrage, est aux abords de la forêt de l'Akibira, qui est une forêt protégée. On a vu dans une présentation précédente qu'elle regorge de biodiversité, on a des populations de chimpanzés, donc il y avait absolument, c'est une conception qui avait été réalisée il y a des années, et pour nous, c'était impossible de continuer le projet dans ces termes. Donc la première mission d'Hydroneo, ça a été de réduire l'impact environnemental, et donc de faire passer le barrage de 40 mètres qui inondait 120 hectares à moins de 10 mètres pour ne finir par inonder que 5 hectares. Donc on a grandement amélioré cet impact environnemental et social au passage.
Donc ça a été la première mission. Ce design a été accueilli très favorablement par les autorités et nous a permis d'aller plus loin. Donc on a signé le PPA, qui est le contrat d'achat d'électricité, en 2021, qui a été approuvé par le décret présidentiel l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase de closing financier et on va commencer la construction dans la deuxième partie de cette année. Donc voilà pour ce projet Mpanda. On a un deuxième projet qui est sur la même technologie, donc c'est toujours de l'hydro, avec une technologie au fil de l'eau. Hein. Donc on est vraiment nous spécialisés dans la technologie au fil de l'eau avec faible impact environnemental. C'est un projet d'une capacité de 16 mégas 5 pour un montant d'investissement de un peu moins de 70 millions. Donc on est un peu plus en amont dans le processus, puisque là on est dans les études et on est en phase de négociation du contrat d'achat d'électricité, donc qui va partir sur un format un peu similaire au projet précédent. Voilà. Un troisième exemple de projet, qui est un projet qui est plus gros, donc, le projet de la Roue Rouge, qui fait un peu moins de 60 mégas. Alors c'est un projet qui a la particularité d'être, le point est mal situé, mais qui a la particularité d'être à la frontière tanzanienne. C'est un projet qui va nécessiter des accords bilatéraux et avec la Tanzanie. Et donc voilà, enfin un projet qui a un coût d'investissement de un peu moins de 120 millions de dollars, qui devrait permettre d'atteindre, de participer en tout cas à l'atteinte des objectifs qui avaient été annoncés juste avant en termes de fourniture d'électricité pour le Burundi. Voilà, notre activité, notre engagement au Burundi. Pour conclure, peut-être vous passer une petite séquence vidéo, un exemple du projet Mpanda, qui donne un peu une idée de ce qu'on fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Zecki, pour cette présentation d'Hydronéo. Nous allons maintenant accueillir Jean von Wetter, le directeur général de Enabel. Et je vous propose, à l'issue de son intervention, de commencer une première séance de questions. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, un tout grand merci pour l'invitation de rejoindre cette session cet après-midi sur le climat des affaires, les investissements au Burundi. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci monsieur l'ambassadeur pour l'invitation et merci à vous toutes et tous d'être présents si nombreux. Enabel est l'agence belge de développement.
On travaille dans 21 pays, principalement sur le continent africain, avec une présence depuis plus de 50 ans en tant que coopération belge et depuis 25 ans en tant qu'Enable au Burundi, pays dans lequel on a développé un partenariat sur la durée. On travaille au Burundi principalement sur les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, financés par le gouvernement belge. On travaille également avec l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds sur d'autres thèmes, notamment le projet Latawama qui est sur la gestion des eaux du lac Tanganyika. Et monsieur l'ambassadeur, j'entends que les eaux sont en train de monter cette année, donc tous mes messages de soutien aussi au pays, parce que je comprends que cette année est une année particulièrement difficile étant donné la montée des eaux et les difficultés que ça apporte. Alors Enable n'est pas une banque, Enable n'est pas un acteur privé, mais un acteur qui veut s'inscrire dans le développement du secteur privé et de soutenir à créer un écosystème qui permet au secteur privé d'être florissant. J'ai moi-même une carrière où j'ai commencé ma carrière comme consultant en stratégie et management pour le groupe Deloitte, où j'ai accompagné des entreprises privées. Et je suis convaincu de la collaboration entre le secteur gouvernemental et le secteur privé pour le bien-être et le développement des populations. Et donc, c'est pour ça que je tenais à être ici présent aujourd'hui, pour soutenir l'initiative qui est essentielle dans un pays comme le Burundi, qui, je pense, a un potentiel incroyable, mais qui nécessite des réformes pour pouvoir attirer l'investissement privé. Alors, c'est un marché intéressant, mais relativement petit, étant donné la taille du pays, et je pense qu'il faut promouvoir des approches régionales qui permettent d'attirer des investisseurs qui peuvent regarder sur la région au-delà du pays. J'ai eu l'occasion de m'entretenir là-dessus avec monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'il faut aussi évidemment faire une simplification administrative qui permet aux entrepreneurs, entrepreneuses de s'installer. Je pense que la plupart d'entre vous qui investissent savent combien c'est important d'avoir une visibilité sur l'administration pour pouvoir opérer dans un pays, dans n'importe quel contexte, y compris ici en Belgique, où c'est également un souci pour certaines entreprises de se développer. Alors, qu'est-ce qu'Enable peut amener à des entreprises? On est présent sur place avec une équipe relativement importante. On a environ 150 personnes qui travaillent au Burundi, une connaissance du contexte assez forte. Donc, dans les secteurs, j'ai mentionné santé, éducation, agriculture. On travaille par exemple sur la formation professionnelle. Le type de projet qui nous intéresserait, c'est de voir comment on peut lier la formation professionnelle à des investissements privés. Quand on investit dans un pays, on a souvent, le problème du capital, mais en deuxième, le problème de pouvoir recruter de la main-d'œuvre suffisamment bien formée. On a travaillé pendant des années avec différents ministères pour améliorer la formation professionnelle. Ce qui nous a manqué dans nos projets dans le passé, c'est un lien avec un grand projet d'investissement lié à cette formation professionnelle. On pourrait à l'avenir, même si le programme de coopération actuel vient de commencer, donc déjà assez limité, mais on est ouvert à d'autres types de collaboration. Enable, comme je vous le disais, travaille pour le compte du gouvernement belge, mais également d'autres gouvernements, d'autres bailleurs, et donc on est intéressé avec des acteurs comme vous à co-construire, co-développer de nouvelles initiatives pour le bien du pays. Il y a évidemment le programme Global Gateway de la Commission européenne, mais il y a d'autres bailleurs qui regardent ce qu'ils peuvent faire au Burundi, et on voit de plus en plus que des consortiums qui regroupent des agences bilatérales comme nous, des agences multilatérales et des acteurs du privé, de la société civile, c'est quelque chose qui est encouragé par les bailleurs de fonds et qui peut être complémentaire au programme qu'on a déjà dans les pays. Donc on est ouvert à ces suggestions. Je ne sais pas, j'ai normalement un collègue qui est ici, je ne sais pas s'il est là, ou il était là ce matin, en tout cas ce matin il y avait une session sur l'énergie dans laquelle on... Burundi, pays émergent 2040-2060, c'est un projet très ambitieux. Quand je vois, j'entends que 65% de la population, si je ne me trompe pas, a moins de 25 ans, quand j'entends que la vision et le développement du secteur agroalimentaire, le développement de la filière café, thé, fruits, légumes, sucre, le développement de la pisciculture, le développement du secteur minier, le développement des secteurs des services comme la digitalisation, la finance, le tourisme,
il y a une base commune pour tous ces secteurs. C'est l'éducation et la formation. Sans cette base-là, aucun pays ne peut avoir et peut se développer correctement. C'est dans ce domaine que nous, Neotech, on œuvre depuis plus de 45 ans. C'est une société familiale qui est basée à Liège. Mon père en est le fondateur et j'ai repris les rênes de la société ce début d'année. La formation est une base pour pouvoir développer chaque pays. Nous, en Europe, on a beaucoup misé sur l'éducation et la formation. Et les pays en voie de développement ont besoin donc d'une formation de qualité. Nous travaillons avec l'Université du Burundi, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation. On a eu l'opportunité d'avoir un contrat financé par la BAD pour le centre multisectoriel de Roussy, donc qui concernait la transformation agroalimentaire. Je suis désolé, j'avance parce que je ne suis pas ici pour faire du blabla, je suis plutôt ici pour partager notre expérience. Le Burundi est un petit pays, effectivement. Quand je regarde chez nous notre expérience, donc on travaille sur toute l'Afrique francophone principalement, je regarde ces 2 dernières années, le Burundi c'est notre plus grand marché. Donc ça montre qu'il y a une volonté par le gouvernement d'avancer, de mettre les moyens pour la jeunesse de demain. J'ai entendu 65% à moins de 25 ans. Il faut les occuper, les jeunes. Il faut leur donner une formation, il faut leur donner l'envie de se lancer, de donner l'envie aussi de l'entrepreneuriat. Et je suis témoin, parce qu'on a eu de nombreux, je vais directement aller vers les chiffres, ici, donc l'évolution, quand je regarde 2013, 269 000 € et qu'on passe, je suis désolé, j'avance, voilà, en 2023, c'est 7 contrats pour plus d'1 million d'euros. Il y a donc cette volonté de former les jeunes burundais, les jeunes qui sont souvent diplômés, mais peut-être pas diplômés dans les bons secteurs, dans les bonnes filières. Je ne fais aucune critique sur les filières, mais il y a des domaines où on a besoin de main-d'œuvre, où on a besoin de techniciens. Et il y a un énorme travail de la part du gouvernement, du ministère de l'Éducation, à ce niveau-là. Donc comme je vous ai expliqué, on voit ici le dernier qui est là, ici ministère des... donc c'est au niveau de l'ANSI, la filière agro-pastorale du centre de formation de Roussy, c'est comme un contrat de pratiquement 3 millions d'euros qui nous a été attribué pour un financement de la BAD. Excellence, on se voit souvent, je viens souvent faire des demandes de visa, et ici mes compatriotes belges et amis européens, je peux vous dire que c'est un pays qui bouge énormément. Il y a de la volonté de mettre des bonnes choses en place. Nous, on peut ramener notre expertise, notre savoir-faire, mais il faut rester à l'écoute de ce que le peuple burundais a besoin, et nous, notre savoir-faire, le mettre en adéquation pour pouvoir les aider et pouvoir les accompagner. Voilà. Je suis désolé, j'ai demandé de passer avant parce que j'ai une obligation de dernière minute. J'ai fait une présentation très rapide. En tout cas, je vous remercie. Et comme on dit chez vous, Murakoze. Parce que